Le sprinkler. Salut Mathieu. Salut Eric. Hey, retour de vacances. T'as ton petit look de vacances un peu. T'as ta barbe de 3 ou 4 jours. Là, Ben j'avais une grosse barbe il n'y a pas longtemps, là. C'est vrai. Pendant 2 ans. C'est vrai. Ouais. Mais là, t'es revenu. Tu t'es rasé pour le début, puis là, tu reviens avec ton petit look. Puis la première chose que tu m'as dit quand je suis rentré, c'est que j'avais de l'air d'un bum. Fait oui. Que Et on rappe ça. je reconfirme que tu as l'air d'un bum. On le voit. Avec une mèche grise sur le côté. Ouais, ça, c'est le temps qui fait son œuvre. J'ai pas de contrôle là-dessus. Probablement qu'on le voit. Hé, Mathieu, je suis un petit peu rouillé. Ça va revenir. Oui. C'est comme le vélo, ça se perd pas. Tu penses? On va le voir, hein. On va inspecter et adapter. Pour les gens qui ne le savent pas, la raison pourquoi je dis que je suis un peu rouillé, c'est qu'on n'a pas fait ça depuis juin. Yes. Et fun, là, moi, je suis comme un vieux diesel. Faut que ça part, ça va aller tranquillement, ça va avancer. Ça va bien aller. Il n'y a pas d'alcool, fait que c'est une bonne nouvelle. Je n'ai même pas faire une bière, désolé. Je n'ai pas pensé. Moi, l'eau, ça va être parfait. L'eau, ça va? Ouais. C'est bon. Et voilà, on repart. Sur LinkedIn, j'ai appelé ça la nouvelle saison de Sprinkler qui démarre aujourd'hui. Après 4 ans. Ça fait 4 ans. 4, quand même. C'est quand même cool. fou, hein? C'est cool. C'est malade. Chapeau à toi de m'endurer. Je te relance le compliment. et de faire plein d'affaires. Mais ça serait peut-être le bon moment d'introduire notre invité. Ben. Salut Ben. Salut Ben. Benjamin Cottrell. Exactement. Ça va bien? Ça va bien et vous? Merci. Yes. Merci d'être là. Toi, t'es-tu rouillé ou les vacances, c'est terminé? Ah, j'ai rien fait des vacances non plus. Ouais. Ouais. OK. Mais ça va aller. Ça va aller? Ouais. Cool. Non, t'as de l'air d'avoir plus d'énergie. Nous, on va essayer de... J'aurais dû servir du scotch. Je suis un jeune moteur à essence. T'as pas la petite blanc, toi, sur le côté ici. Non, là, pas tu encore. l'as pas encore. C'est correct. Donc, pour les gens qui connaissent Ben, qui est cofondateur ou fondateur de... Cofondateur, ouais. Cofondateur de Nitro, le nom que vous voulez. Nitro, ouais. Qui est axé sur les rétrospectives. Donc, ce C'est en soir, ligne. nous allons parler de rétrospectives. Ah, c'est pas important, ça prend du temps, de la crotte. C'est la première chose qu'on fait tomber. Bim, bam, boum. Moi, je fais des daily stand-up, c'est assez. Je fais du podcast, merci. On peut faire des délits rétro, par contre. Mais là, non, on pourra en parler. Et voilà, j'ai déjà une béquille linguistique. Je reviens. Oui, bon, je viens de tomber en vélo, moi, là. T'as juste chiré un peu. Ah, ok, merci. Les amis français qui nous écoutent avec chirer. Chiré. Vous chercherez ce que ça veut dire. Donc oui, on va parler de rétro, évidemment des livres, des podcasts, des ci puis des ça sur les rétros. Il y en a une tonne et une barge. On va tenter de rendre ça un petit peu plus vivant, un peu plus Convivial. convivial, terre à terre. Tu sais, parler de sécurité psychologique, c'est merveilleux, c'est fantastique. Mais comment, là? Ouais, on va probablement, Ben, prépare-toi. On va peut-être dire mais encore une fois de temps en temps. C'est bon. Ouais. Je suis prêt. Puis c'est intéressant de parler à quelqu'un, j'imagine, là, qu'il y a 100%. Une grosse partie de ton CPU, de ton brain power est mis sur développer un produit alentour des rétros. Donc, constamment en équipe, vous devez être en train de réfléchir à comment, quoi, qu'est-ce qui manque, pourquoi, comment l'améliorer. Tu sais, en tant qu'agiliste, on le fait à notre échelle, mais on n'est pas en train de développer un produit alentour des rétros. Fait que j'imagine que la quantité d'heures passées à réfléchir à ça doit être vachement grande. Fait que c'est intéressant d'aller chercher ta connaissance. Donc, un peu de contexte pour commencer. On va peut-être... On s'imagine. Ou peut-être pas faire référence à une équipe qu'on pourrait rencontrer régulièrement en entreprise. Disons une équipe dans une assez grande organisation. Une équipe produit, peut-être? Une équipe produit, 5-6 personnes, disons... Un mix de tous les corps de métier. Là, 2-3 filles, 2-3 gars, des profils psychologiques quand même assez variés, introvertis, extravertis, analytiques, meneurs, Du Scrum? expressifs, qui font peut-être du Scrum. Ils font du Scrum End. Je suis curieux de ton end. Là. ou du Scrum Bot. Ça dépend de la raison pourquoi les Du gens... zombie Scrum? du zombie Scrum, oui. Ça dépend de la période de l'année. Là. Et essentiellement, disons qu'on va regarder cette équipe-là en tête. C'est une équipe typique. Là. De la façon que tu le décris, là, Oui. on voit ça là, un petit peu partout. Oui. Fait que c'est ce qu'on garde en tête, cette équipe-là. Ce n'est pas une équipe profondément dysfonctionnelle, du moins pas à première vue. Faut gratter un peu là, pour Faut améliorer. gratter, là. On peut ouais, pas juste... ouais.
Tu sais, il y a un peu de fumée, mais est-ce qu'il y a du feu? C'est un petit feu, un gros feu, un moyen feu? On pourra décider tout au long de la conversation. Puis on a le droit de changer d'idée tout au long de la On conversation. peut morpher cette équipe-là un peu. Soudainement, Julie peut devenir la... Elle vit quelque chose dans sa vie, puis soudainement, elle vient foutre le bordel. Elle vient foutre le Ça se bordel. peut. Puis là, on va explorer l'immunité au changement, puis que Julie va être en mode collaboratif, mais c'est une control freak, puis que la rétrospective va permettre de te régler tout ça en 1 heure, en ligne, avec pas de canne allumée. On a juste oublié un truc. Oui. Comment elle s'appelle cette équipe? L'équipe? Elle a sûrement un nom là, qui vient d'un film avec des super-héros ou quelque chose de mythologique. Là, Écoute, j'ai toujours mon nom d'équipe préféré. On a fait une espèce de self-selection en 2010-2011 chez iWeb. Et puis, une équipe avait décidé de se nommer les Saumons Bicurieux. Et ça demeure le nom d'équipe le plus bizarre jusqu'à maintenant. Mais est-ce qu'un saumon peut réellement être bicurieux? Je sais pas. Est-ce que c'est un genre de cadavre exquis? Ils ont mis des mots, genre des qualificatifs, des noms, ils ont pigé, puis ça a donné saumon bicurieux? Je ne juge pas. Tout ce que je sais, c'est qu'ils partagent la même salle de bain. OK. C'est tout ce que je sais. Cool. Donc, nous avons affaire au saumon bicurieux, composé de plusieurs membres divers, dont entre autres Julie. Ça, c'est une chose qui est claire. Il y a Julie. Elle fait quoi, Julie? Oui. À définir? Son rôle est team member. Elle est développeur au sens Scrum. Elle aide au développement de la solution pour satisfaire les clients et elle-même. Elle fait des choses dans une équipe. Et voilà. On pourra le préciser au besoin. et encore là, parce que ça fait un petit bout qu'on a fait dans l'enregistrement, on va se donner une petite béquille. On va encadrer la conversation à travers les cinq choses problématiques, les motons juteux qu'il peut y avoir dans une rétrospective. Et puis, on a demandé à Ben de nous préparer, selon toi, Ben, les cinq problématiques les plus Moi, j'ai hâte. criantes. Ouais. Bring it on. Ça veut, cette information-là. Ah, c'est cool. Et évidemment, en contrepartie, nous, on va présenter la problématique et Ben va nous partager ce que tu as essayé, ce que tu as observé qui fonctionne. Tu pourrais même partager ce qui fonctionne pas, du moins qui n'a pas fonctionné pour toi pour un contexte en particulier. Je me suis amusé le week-end dernier avec le Scrum Master Junior qui vient de lire Participatory Facilitation, blablabla, puis que l'équipe elle panique, puis elle capote, puis les serveurs sont en feu, puis le petit Scrum Master dit « On joue ça à des jeux! On joue à des jeux, là! » Allez, amis-vous. On fait du team building, c'est le moment, là. Donc, je t'ai la relation, là, c'est le moment du personal mapping, là. On va faire ça. Mais bon, I digress. Fait que c'est ça, on va explorer ça ensemble. Qu'est-ce que t'en penses? All in. T'as pas le choix, finalement. Non, mais moi, je trouve ça cool. Ça. By the way, je suis arrivé un petit peu fatigué après avoir fait du trafic, puis là, vous venez de me start. Oh, c'est nice, bon. nice. Je suis toute là. Mais c'est pas ta voiture qui a conduit pour toi? Non, j'aurais pu, mais dans le trafic, je la trosse pas tant. Ah non? Je fais ça. OK. C'est ça. OK. All right. Donc, roulement de tambour. Number 5, numéro 5, le moton. Tu mets un effet, là. Non. Si je décide de refaire des shorts sur YouTube, je vais mettre des effets bizarres. Mais moi pour des écureuils, on s'aime bien. D'accord. Il y a toujours quelque chose de nouveau à faire. Ben, number 5, c'est quoi la dysfonction, la problématique, la chose gluante que tu as observée en rétrospective? Alors, est-ce que je commence par la plus gluante ou par la moins gluante? La moins. On se garde la plus pour la fin. Pour la fin? Ah, OK. Ouais. Pas plus. Ouais. Vas-y comme tu le sais. Ouais. Oui. Allez, la dernière, bon. En fait, moi, j'étais parti de la plus gluante en premier, donc... Tu peux... Mais je peux commencer par la dernière. La dernière, c'est les petits problèmes... On peut mettre des chiffres sur un papier pour les choisir au hasard. Mais bon, vas-y comme tu veux. La dernière que j'avais relevée, en fait, toutes les données dont je vais vous parler, c'est ce que j'ai récolté beaucoup en parlant à nos utilisateurs. Okay. Parce qu'en fait, depuis le début de Nitro, on incrémente avec le feedback de nos users et on essaye proactivement d'aller le chercher. Donc, j'ai parlé à beaucoup de Scrum Masters sur LinkedIn et puis je leur posais la question, c'est quoi tes gros challenges dans tes rétrospectives? Donc, beaucoup de ce que je vais dire aujourd'hui, c'est basé sur eux et sur ce que moi aussi j'ai vécu dans les rétros auxquels j'ai participé, auxquels j'ai animé, etc. Okay. Donc, on commence par la fin. La fin, c'est les petits problèmes de logistique, de préparation de la rétro.
Donc, par exemple, des équipes qui font toujours la même rétro ou qui parlent toujours des mêmes choses. Et puis le Scrum Master continue à rester dans la même loop. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, les gens vont se lasser ou jamais prendre action sur des problèmes concrets parce qu'ils n'arrivent pas à les faire ressortir. Donc ça, c'est un truc que j'ai vécu. On faisait toutes les 2 semaines la matrice d'apprentissage. Donc c'était qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas bien, les idées et les kudos. Le classique. Ouais. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, c'était toujours la même rétro. On parlait toujours des mêmes choses qu'on n'arrivait pas à régler. Dans le même angle. Oui, dans le même angle. Et on n'avançait pas. Donc une des premières choses qu'on a faites, c'était de changer le modèle de rétrospective. Et puis pas juste remplacer un keep job start par un start stop continue, par exemple. Vraiment essayer de changer, comme tu dis, l'angle d'approche des problèmes. Une chose qui a bien marché pour nous, c'est d'essayer des modèles comme les futurspectives. Donc je pense que la plus connue, c'est le sailboat, la rétro du voilier, où on essaie de déterminer les objectifs de l'équipe, qu'est-ce qui nous aide à les atteindre, qu'est-ce qui nous ralentit, etc. Donc ça, c'est un premier axe. Il y a la rétro des rétros, qui est aussi une bonne technique justement pour améliorer ces rétrospectives, où on sonde l'équipe pour savoir qu'est-ce que vous attendez des rétrospectives, c'est quoi la situation actuelle et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer l'efficacité de nos rétros. Et une dernière chose que j'ai bien aimée et qui est aussi reliée à une bonne pratique, je trouve, en rétrospective, qui est d'avoir un focus au début des rétros. Donc pas juste faire des rétros généralistes, mais essayer de trouver une thématique, un angle sur lequel l'équipe va se concentrer pour trouver des problèmes. C'est d'utiliser des choses comme le radar d'équipe. Donc le radar d'équipe... Qui trouve la thématique? Alors... Habituellement, c'est Scrum Master. Je pense dans la majorité des cas, c'est Scrum Master. Mais théoriquement, la rétrospective, c'est par l'équipe pour l'équipe. Donc tout le monde peut avoir un rôle à jouer là-dedans. En parlant de bonne pratique, c'est aussi une bonne pratique d'essayer de faire tourner un petit peu le rôle de facilitateur, que ce soit pas tout le temps Scrum Master. Déjà, pour que le Scrum Master puisse participer, lui ou elle, activement à la rétro, parce que si on facilite toutes les rétros, on n'y participe jamais vraiment. Et en plus, pour permettre aussi aux membres de l'équipe de savoir ce que c'est que de faciliter une rétro, d'être confronté aux problématiques de facilitation d'une rétro, et donc de mieux comprendre ce que c'est les enjeux de cet événement. Rappelle-moi la problématique que tu as identifiée au tout début. Oui, c'est vrai que j'ai un peu divagué. Là, la problématique du début, c'était on fait tout le temps les mêmes rétros. On fait toujours les mêmes choses. Ouais, c'est toujours les mêmes problèmes, on les résout jamais, Okay. et puis on finit juste par se fatiguer, se désengager de l'exercice. Quand tu l'as démarré, tout à l'heure, moi j'ai noté logistique, je pense que c'était le premier mot que tu avais amené, puis là on a jazzé un petit peu là-dessus. Puis challenge-moi si c'est pas dans l'esprit de ce qui est exprimé, mais souvent, ce que j'ai observé ou que j'ai même vécu, tu sais, le Scrum Master qui court un peu comme un débile, puis les problèmes de logistique sont aussi dus au manque de préparation de cette rétro-là, parce que t'es le Scrum Master, t'arrives en fin de sprint, t'es jusqu'ici, même si tu devrais pas, t'es impliqué dans plein de patentes, puis finalement, tu fais juste ressortir ton bon vieux post-it de la dernière fois que tu remets sur le mur avec ton justement là, qu'est-ce que j'ai appris, les kudos, blablabla, parce que tu l'as pas préparé. Ou encore, je vais jouer au contraire, c'est trop préparé. Le Scrum Master, il a dit je vais faire le fameux sailboat. Là. Il l'a dessiné en 3D. Là. Oh, il est beau, le sailboat, il est arrivé. Puis là, il faut faire le sailboat. Puis là, dans les premières minutes de la rétro, tu observes que le sailboat, ça ne marche pas aujourd'hui. Hostie. Mais je l'ai préparé. Je vais le faire pareil. J'ai mes étapes d'écrit là, avec des timers. Oui, c'est sûr. Puis c'est sûr, je vais faire un petit icebreaker cute au début parce que c'est important de faire des icebreakers au début. Donc, c'est des fois trop préparé. Puis parce que tu l'as trop préparé, tu n'oses pas t'ajuster, faire du inspect and adapt et t'ajuster au contexte que tu observes au moment X. Là. Ouais. Et aussi, la préparation, c'est un moment où il y a peu de Scrum Master qui demandent aussi l'input de l'équipe, qui pensent trop que c'est un peu genre que dans un sens, le Scrum Master va monter sa rétro de A à Z et la proposer à l'équipe, alors qu'en fait, dans la préparation, il peut aussi y avoir des activités, je parlais du radar d'équipe, mais il peut y avoir plein d'autres activités pour sonder et demander un petit peu c'est quoi les sujets que l'équipe veut aborder en amont de la rétro. Pour éviter de perdre du temps, encore une fois, soit faire des rétros trop génériques avec trop de problèmes différents à résoudre, soit faire des rétros où il se passe rien, où ça fit pas le dernier sprint, etc. Là. La boîte à suggestions Saint-Hubert. Là. J'ai observé des Scrum Masters d'expérience, puis moi j'étais là comme coach, je dis puis Jean-Paul, qu'est-ce que tu peux préparer pour ta rétro? Je dis j'ai 3-4 idées en tête, je vais décider au moment que la rétro a commencé. Je suis comme
Wow. OK, je vais aller travailler ailleurs. C'est bon, je vais aller aider quelqu'un d'autre. Là, tu peux pousser plus loin avec c'est quoi que tu vas observer pour prendre tes décisions, puis ils vont te répondre la face de Bob, comment s'est passée la revue juste avant, puis est-ce que Johnny est là? Ah, mais c'est sacré bon point, ça. Là. C'est tellement près. La sprint review et la rétro, c'est collé, c'est back à back. Le plus proche possible. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer. Il y a un stakeholder qui peut péter sa coche, que soudainement, tout ce qu'on a besoin de faire dans la rétro pour qu'elle soit, pour qu'il y ait de la valeur, c'est de se parler. Ouais. On va-tu à sa terrasse dans le temps de cassette? On va-tu au Newtown? Fais-tu dehors? Puis on va se payer un sangria, puis on va se parler pour une heure ou deux, là, puis voir. Puis la question puissante au départ, ça va être WTF. On part avec ça. Ou comment qu'on apprendre à recevoir ce feedback-là du stakeholder quelconque qui vient de nous l'amener. Oui, absolument. La rétro pourrait être transformée en un mini pseudo à peu près back of the room formation pour dire, OK, comment qu'on navigue dans ces eaux-là lorsqu'il y a un stakeholder qui peut te congédier comme ça. Quand Johnny, le VP, là, il nous pète un plomb dans la revue 15 minutes avant. Puis que le PO a dit, je le voulais bleu, mais que exact. Le VP dit, pourquoi c'est pas rouge? Comment qu'on navigue, comment qu'on conjugue avec ça. Et puis le Scrum Master, à ce moment-là, il peut changer de posture. Il tombe en posture de facilitateur à formateur. Il dit, voici ce qui existe. Voici qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça. Donc, tu sors ton 12, et puis... Non, en général, changer un background color, c'est au moins 8. C'est 8 points, ça, d'habitude. Hein. Ouais, les points standardisés, là, l'Institut international de standardisation des points. 8 points, c'est 8 jours, c'est ça? Exactement. OK. Ouais. Je veux des commentaires sur YouTube. 8 points, c'est 8 jours. Voilà. C'est combien de points? Un point, c'est combien d'heures déjà? À chaque fois, j'oublie. un point, c'est une journée. Si on suit Eric, peu importe la taille de l'équipe. Donc oui, je suis d'accord. Oui, c'est la même salle, la même formule à chaque fois, mais on risque d'allumer les mêmes synapses dans le cerveau des gens. Puis c'est les mêmes conversations en Groundhog Day. C'est pas une expression qui existe en français? Le jour de la marmotte. Le jour de la marmotte, qui va revenir time and time again. Tu as mentionné tout à l'heure aussi des fois de faire une certaine rotation. Ça peut être des team members qui viennent jouer le rôle de facilitateur dans la rétro, patati patata. J'ai aussi observé ou juste vécu des fois de demander à d'autres Scrum Masters de « Hey, j'aimerais ça que tous mes joueurs soient avec moi puis moi d'être participant. Oui. Quand tu as ce luxe. S'il te plaît, Bob, viens jouer le facilitateur. OK, pas Bob. Non, Bob. J'ai brûlé Julie, Bob puis Johnny à date. Fait que Raymond, s'il te plaît, viens. Qu'est-ce que t'as contre Raymond? Ça sonne de l'âgiste un peu. Ben oui, j'ai joué un bonhomme de 64 ans avec une O'Keeffe à Sainte-Thérèse. C'est peut-être un excellent Scrum Master, Raymond, qui va peut-être te rider. C'est visuel, désolé. Je suis pas jeune, fait que j'ai le droit de le dire. Mais bref, une fois de temps en temps, c'est ça, juste demander à un autre Scrum Master. Hey, viens donc te donner un coup de pouce en facilitation parce que j'ai besoin. Je pense que j'aurais besoin de changer de posture. Et même à titre perso, c'est cool pour aussi avoir une vue sur d'autres façons de faciliter, d'autres techniques. Juste pour la curiosité, sa culture de facilitateur, ça peut être intéressant aussi. Ou même le gestionnaire qui a fait sa formation en facilitation et en comment être un bon coach et créer des environnements sécuritaires. Lui ou elle pourrait venir faciliter la rétrospective de l'équipe. Je regarde le visage de Ben, il est comme qu'est-ce que t'as applaudi là? Là, ça devient compliqué. Là, faut qu'on discute. T'as le droit à un certain nombre de ça dépend. Tu peux en jouer un maintenant. Mais ça peut être une super belle transition vers mon top 2 qui est le gestionnaire veut venir à la rétro. Qu'est-ce qu'on fait? Je préfère ça. Je préfère on passe d'une problématique à l'autre en mode seamless. C'est parfait. C'est beau, hein? C'est parfait. Fait que le gestionnaire, ou comme les Français disent, le manager. Le manager, faut que tu fasses à la fin. Excuse. Désolé. Le manager veut participer à la rétro. Oui. Puis attends un petit peu, est-ce qu'on pousse plus loin? Exige de participer à la rétro. Exige. C'est moi le manager, non seulement je fais hey Ben, la prochaine fois tu m'inviteras, mais c'est Ben, prochaine rétro, là. Ouais. Je vais être là. Je te le demande, mais moi, ça serait mieux que ça se passe. Je vous prépare d'avance. Moi, par défaut, je le vois comme un feature et non pas comme un bug. Puis, mais je suis bête, là. On jouera les deux. Mais je suis juste là pour observer, par contre. si je suis là comme facilitateur, je le vois comme un feature et non pas comme un bug. Si c'est un Scrum Master Junior, là, par contre... ça dépend. Bon, disons qu'il exige vraiment... Raymond qui est le manager? Raymond. J'ai dit vraiment, mais on peut l'appeler Raymond, le Raymond manager. J'aime ça, Raymond, comme manager.
Raymond le responsable. C'est le pointier boss là, dans Dilbert. Là. Oui, Il s'appelle oui, Raymond. oui, oui, oui. Ou Raymond. Ramon. Il est un petit peu hispanophone. Clairement, on va déraper. Raymond, oui. Je pense qu'il faut arrêter avec les prénoms sur les jeux. Faut juste s'en tenir à des rôles, sinon ça va être très compliqué. On appelle ça du anchoring. Hein? Si on donne un nom... Faut créer des personnages, c'est important. Voilà. On vient de créer des personnages. Ok, c'est Ramon Ramon Rodriguez. Pointier boss dans Dilbert. Qui exige... Donc, une des problématiques que tu as, qui est la numéro 2, je pense, c'est que le gestionnaire veut ou exige d'être présent à la rétro, c'est bien ça? C'est ça. Ma problématique, c'était il souhaite venir à la rétro. Genre, il aimait la demande de venir à la rétro. S'il exige, je pense que là, on rentre dans des cas où il faut... Alors, en fonction du contexte organisationnel, etc. Mais je pense qu'il y a des cas où le Scrum Master doit aussi apprendre à se protéger lui-même ou elle-même. Et puis, il y a des fois juste, soit partir, démissionner, soit se soumettre à ce que son supérieur hiérarchique veut. Mais si jamais on est dans un cas qui est pas comme ça, où c'est une demande, c'est une faveur, ou... je pense que déjà la première chose à faire, c'est d'essayer de comprendre le contexte derrière la demande. Donc qu'est-ce que le ou la manager veut accomplir en se joignant à la rétrospective de l'équipe? Est-ce que c'est je veux avoir accès à des informations, par exemple le plan d'action? Dans ce cas-là, ça pourrait être totalement légitime, voire même encore une fois une bonne pratique, qu'à la fin de chaque rétro, le plan d'action soit partagé au manager ou à n'importe qui dans l'organisation qui montrerait un intérêt. Parce que ça peut être très intéressant pour déjà sensibiliser le manager ou la manager aux problématiques de l'équipe et faire en sorte que elle ou lui puisse aider l'équipe à résoudre certaines de ces problématiques-là. Donc ça, c'est le côté... En ayant accès au plan d'action. Ouais, mais juste, moi, mon avis là-dessus, ça serait juste au plan d'action, parce qu'après, si on rentre dans le partage des commentaires, des votes, par exemple, qui sont faits dans la rétrospective, je pense que là, on vient un petit peu marcher sur les plates-bandes de la sécurité psychologique des gens dans l'équipe et qui se disent, bah voilà, si tout ce que je peux dire dans une rétro, ça va être partagé à mon manager, à quel point je me sens à l'aise de dire... de parler de mes plus gros problèmes et de mes craintes, etc. Je vais lancer un scénario, une hypothèse. Dites-moi si ça a du sens. Quels sont les... c'est une question loadée, là. Pas besoin de disclaimer, Eric, ça va bien. Je suis au podcast, je suis pas en mode coaching. Merci beaucoup tout le monde. Quelles sont les chances, ou avons-nous plus de chances d'avoir une collaboration du gestionnaire à nous aider à surmonter des obstacles si le gestionnaire a participé à l'exploration de la problématique ou si le gestionnaire se fait remettre un plan d'action qui était mis de l'avant par l'équipe. Ça dépend, c'est pas légal. Ouais. La première chose qui a popé dans ma tête, c'est à quel point le lien entre la responsabilité de la problématique et le gestionnaire est là. Est-ce que c'est une problématique que le gestionnaire peut nous aider ou c'est le gestionnaire qui est la problématique en soi? Puis dans les deux cas, ma tête a fait, si c'est bien dit, puis la rétro est bien menée, ça peut être une conversation extraordinaire. Là. T'es le gestionnaire, la problématique, c'est chez toi, on réussit à bien danser, bien jazzer, puis finalement, le plan d'action a été fait là, dans la rétro, ça peut être cool. S'il peut aider, encore mieux. Je pense que là-dedans, je vais quand même juste suivre la track de Ben. Tout l'historique du gestionnaire puis la relation avec l'équipe, c'est là que ça se joue. Là. Si c'est brisé, je pense pas que c'est la rétro qui va le reconstruire. Oui, évidemment, je joue un peu l'avocat du diable, ça va de soi. Vous me connaissez un petit peu. Du moins, tu me connais un petit peu. Et ça demeure qu'une de mes meilleures rétros, là, je la ramène toujours souvent en formation quand je partage des histoires, là, c'est une compagnie dans le domaine de l'avionique. Et puis, les ingénieurs, tu as étudié, tu as une maîtrise, tu as travaillé fort pour devenir ingénieur dans le domaine de l'avionique, c'est quand même assez élevé, mais les simulateurs sont disponibles seulement la nuit. Les simulateurs sont occupés le jour pour un autre projet qui dit plus important. Donc, c'est sûr qu'il y avait des frustrations de la part des différents ingénieurs. Et puis, une des meilleures rétros, c'est que lorsqu'on a invité le VP à la rétrospective, on a décortiqué la problématique ensemble, et le VP s'est engagé, lors de la rétro, à corriger la situation. Et ce VP-là en question, je me souviens quoi de son nom, c'est Alain, là, il a corrigé la situation. Fait que j'ai dit, waouh, attends un peu, là, c'est pas le mal absolu d'avoir un big boss dans la rencontre. Et si c'est un problème d'avoir un gestionnaire dans une rétrospective, je pense qu'il faut aller au root cause.
Il faut creuser plus loin. Mais là. je pense que la différence, c'est que tu as utilisé le mot invité. C'est l'équipe qui a invité le gestionnaire dans la rétrospective. Donc là, je pense que c'est révélateur aussi d'une bonne relation, ou en tout cas d'un besoin d'avoir l'input du gestionnaire. Donc l'équipe était sensibilisée à un besoin d'avoir le gestionnaire dans la rétro. Le problème, c'est quand ça vient de l'autre sens, en fait. En fait, c'est moi qui l'avais invité. Là. Okay, mais... J'étais coach, je dis okay, tu vas perdre du monde, man. faut régler ça, ça presse. Et puis j'aimerais qu'on l'explore ensemble. C'est moi qui l'avais invité à ce moment-là. Puis si une ou des personnes ne sont pas à l'aise à ce qu'ils soient là, puis mettons, je fais du pouce sur le root cause, ben, à la limite, faisons la rétro là sur qu'est-ce qui manque pour qu'on puisse l'inviter à la prochaine rétro. Creusons-le ce root cause-là, là, si c'est le cas. Oui, parce qu'il y a personne qui sont des trous de cul finis. Là. Je pense pas qu'ils se lèvent le matin pour faire... Ouais, c'est ça. Hein? La personne a des réflexes, des façons de faire. Puis certains individus ont aussi des façons de penser qui disent si mon boss est là, si je dis ce que je pense, je vais me faire congédier. Lorsque souvent c'est le contraire. Mm-hmm. Souvent c'est le contraire. Le boss va apprécier le fait que Mary a dit excuse-moi Bob, mais ce que tu dis, ça n'a pas de sens. Puis Bob, le boss, va dire il était temps que quelqu'un me le dise. Ouais. Plus souvent qu'autrement. Anyways, oui. Mais revenons à une autre réalité. Souvent, si le gestionnaire exige d'être présent, ça va créer une atmosphère de lourdeur et le niveau de confiance va être limité. Ça peut. Genre, je pense, on peut pas faire une vérité absolue parce que je pense qu'il y a des entreprises où les équipes sont en tout cas les gestionnaires et les équipes, il y a une relation très transparente. En toute confiance, le gestionnaire qui soit là dans la rétro ou pas, ça va rien changer. Les mêmes problèmes qui seront abordés de la même façon, etc. Mais je pense que dans la majorité des cas, quand même, tu parlais du congédiement, que beaucoup de gens ont peur de se faire congédier si jamais ils disent pas la bonne chose en rétro. Mais il y a aussi une autre responsabilité du gestionnaire qui est de donner les augmentations et de récompenser. Tu sais, il y a un peu le bâton et la carotte là. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent si mon gestionnaire il est là à la rétro et que j'avoue clairement que le dernier sprint, je sais pas, j'étais pas motivé parce que je trouvais que ce qu'on nous demandait ça faisait pas de sens ou que le stakeholder il nous a demandé de faire n'importe quoi et j'étais pas motivé, si je dis ça et puis que mon gestionnaire est là, peut-être que ça va jouer à ma défaveur pour mon augmentation ou mon évaluation. Donc je pense je pense les responsabilités du rôle de gestionnaire quand on parle de root cause sont un peu un root cause. Alors après, encore une fois, ça dépend des organisations, mais dans la majeure partie, les responsabilités sont un root cause de la crainte de dire la vérité et ce qu'on pense vraiment quand ça va pas bien devant son... Ben a droit à combien de 100 départs? J'ai pas encore compté les ça dépend quand j'en ai déjà utilisé un. J'en suis même pas rendu compte. Moi, j'ai compté 10 jusqu'à maintenant. Dans tout ça, c'est un des rôles du facilitateur dans la rétro, c'est s'assurer que la conversation est au bon niveau puis que les gens ont l'espace pour parler et sont capables d'amener leur point. Quand tu ajoutes des divas, des gestionnaires, des joueurs externes, alléluia, c'est juste que c'est un peu plus compliqué. Fait assure-toi en tant que facilitateur d'avoir tes skills puis de savoir comment le faire. Oui, et comme Scrum Master facilitateur, mettons le gestionnaire est là puis on ramène l'exemple que tu viens de dire, mais mène par l'exemple. Dis, hey la gang, j'ai eu un sprint difficile, là, j'ai manque de motivation. Mon chien il est mort, et puis je tape pas là. Les gens vont tout regarder le gestionnaire. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Il est pas viré en bleu marine. Bleu marin, puis le Scrum Master est encore avec nous. On a peut-être le droit de dire ce genre de choses-là. Donc, tu peux mener par l'exemple. Donc, tu peux sortir de ton rôle de facilitateur temporairement, puis aller en mode par exemple. Puis il n'y a rien qui t'empêche de planter un peu d'informations avant au gestionnaire et dire « Hey, je vais m'exposer. Tape donc dans tes mains quand je vais faire ça pour ouvrir la patente. Félicite-moi donc quand je vais m'exposer. » Ça fait penser un peu au failure bow. Hey, la gang, le boss il est là, on va faire un failure bow. On raconte toutes nos gaffes monumentales et la gaffe la plus gigantesque du sprint, c'est celle-là qui gagne le prix de whatever. Évidemment, ça dépend du contexte. Ouais. Mais l'autodérision, ça marche aussi super bien pour créer de la confiance. Je dis l'autodérision, c'est un super outil pour créer de la confiance aussi dans l'équipe. Et vous parlez de mener par l'exemple. Ouais. C'est un peu un pont vers mon top 1 qui est les problèmes de confiance dans les rétros. Encore une fois, magnifique. On fait des segways sans même se forcer. C'est fou. Finalement, on n'a rien perdu. On est encore des experts dans le podcast. C'est juste qu'on n'est pas très bon pour le laisser parler, mais à part ça, tout va bien.
Commentaire? Faisons une rétro, là. Je dirais même je trouve qu'on saute de fleuve en fleuve comme un saumon bicurieux. Un saumon bicurieux. Oh! Tu remontes le courant tel un saumon bicurieux. Mais tu y allais de ton... C'était ton numéro 1 là, que tu allais sortir. Ouais, numéro 1, c'est... Attends, je vais quand même faire un wrap-up. Dans plusieurs contextes, avoir le gestionnaire dans une rétro peut nuire à la transparence de l'équipe, peut nuire à la sécurité psychologique. C'est une chose à creuser, aller au root cause, voir pourquoi que c'est le cas. Parce que si c'est le cas pour la rétro, mais c'est le cas pour lundi après-midi aussi. Hein, c'est pas juste la rétro que ça se passe. Donc, c'est des choses à décortiquer. Puis le Scrum Master qui sait pas quoi faire un mercredi après-midi, voilà, t'as une job à temps plein, juste ça. Donc, amuse-toi à faire ça. Inviter un gestionnaire à une rétro, c'est pas le mal. Non. Ça, en fait, ça dépend. Ça dépend, absolument. Si y a une problématique que vous jugez que c'est une problématique au niveau systémique, qui seulement une personne à l'extérieur de l'équipe peut aider à corriger la situation, vaut mieux avoir une rétro avec la ou les personnes impliquées pour qu'on puisse décortiquer la problématique ensemble. Ouais. Puis quand tu as commencé ton wrap-up, la petite bulle qui m'est montée, c'est... Moi, il y a même des gestionnaires qui m'ont dit « Hey, Mathieu, là, je serai jamais dans tes rétros, c'est important. » Parce que de plus en plus, les gestionnaires sont conscientisés à ça. Puis de la façon que tu le décris, je me suis dit « Hey, Saint-Ciboulot, la prochaine fois que ça se passe, je vais faire... Merci, Ramon. Cool de faire ça. » Mais Ramon. Alors, on se donne-tu un défi, Ramon? Faut au moins dans les 6 prochains mois, là, tu sois venu dans une rétro. Merci de me laisser cet espace-là. Mais il y a peut-être quelque chose en dessous de ça. À un moment donné... On travaille là-dessus, tu viens, on se donne 6 mois. 3 mois, 6 mois, whatever. Là. Parce que c'est peut-être un désengagement, c'est it's not my problem. Exact. C'est peut-être ça. Ou il y a un root cause, autre, en tout cas, whatever, mais ou peut-être c'est du pur respect pour l'équipe et leur moment privilégié aussi. C'est des choses à décortiquer. Mais c'est souvent, en tout cas historiquement, c'est souvent en début de mandat ou en arrivée comme Scrum Master. Mathieu, fais-toi-en pas, moi je demanderai jamais dans une rétro, là, c'est ton jardin, ça t'appartient, puis là tu fais cool, merci Ramon, mais d'ici 6 mois, tu vas être venu une fois. Ceci dit, je pense que parce que si tu pour explorer l'option d'avoir un gestionnaire dans une rétro d'équipe de développeurs de l'équipe Saumon Bicurieux avec les 6 profils qu'on vient de mentionner, je pense qu'il faut un facilitateur ou une facilitatrice d'expérience. Plus, ouais. Avec un peu de torque. Parce que sinon, là où la Scrum Master va se faire mettre dans un petit coin, puis le gestionnaire va prendre tout l'espace. C'est un risque. Il va même partir son PowerPoint presentation pour... Fait que j'ai pensé à ça en fin de semaine. Les problèmes Les problèmes, c'est ça. Puis toi, si tu changeais ça, puis toi, si tu changeais ça, il n'y aurait plus de problème. Donc, je me suis permis d'affecter des personnes à chaque problème. Comme ça. J'ai fait un problem map, et puis c'est Huguette. Moi, j'ai pointé les problèmes on aussi. a convergé vers Huguette pour tous les problèmes. Donc, si ce moment-là devait émerger lors d'une rétro, il faut un facilitateur, facilitatrice capable de dire... Abort. Quoi son nom encore? Ramon. Calme-toi. Pour petit point, je sais pas. Ramon, you're fired. Ramener, c'est quoi l'objectif d'une rétro? C'est quoi l'espace qu'on est en train de se créer? Ramène. Puis revenir à la base, puis repasser la POC aux joueurs. Puis tantôt, tu l'as dit, Mathieu, c'est important de faire du backbenching en amont, de t'asseoir avec le gestionnaire, de dire voici. Là, ouais. Et avec l'équipe aussi, au final, parce que oui, aussi, je pense que c'est un moment où il faut briefer un petit peu tout le monde et puis rappeler, comme vous dites, les bonnes pratiques et à quoi sert la rétro, etc. Et tu parlais tu disais que il y a des managers qui disent moi je veux pas venir à la rétro, c'est bon, je vous laisse, c'est votre truc. Et puis tu disais que ça pourrait montrer un désengagement dans l'amélioration continue, etc. Mais l'inverse peut aussi être une bonne chose dans le sens où si le manager s'intéresse et veut venir à la rétro, ça peut montrer que il veut aider son équipe, il veut les accompagner, essayer de les aider à accomplir leur plan d'action. Donc ça peut être aussi une bonne chose. Mais je vais pas redire ça dépend, donc je vais arrêter là. Non, le ça dépend counter, c'était pour un autre contexte. Tu peux l'utiliser dans le temps que tu veux. Donc, si vous êtes formateur PSM, certifié, hyperbolic, chose bien truc-muche, puis vous n'êtes pas d'accord avec nos affirmations, écrivez-le. Dites qu'on nous sommes dans le champ, puis ça va juste me rendre heureux.
Si au contraire, vous dites j'ai jamais pensé d'inviter un gestionnaire dans une rétro parce que la problématique, c'était le gestionnaire, je pense que je vais l'essayer. Si vous le faites, suivez les conseils de Mathieu. Courage. Parlez au gestionnaire avant. Suivez les conseils de Ben, parlez à l'équipe avant. Et puis, préparez le terrain en bonne et due forme. Puis si ça vous tente d'échanger sur comment vous pouvez le faire, écrivez-nous sur LinkedIn. On va même... Je pense qu'on cherche des commentaires, ça se peut-tu? T'as de l'air d'un gars qui cherche des commentaires. Je sais pas. Mais là, ça, c'était le wrap-up Je- sur le gestionnaire. Moi, Oui. depuis tantôt... Il y avait là, un segue, je pense, hein? J'ai Ouais, hâte ouais. du numéro 1. Là, parce que Il y là, avait un lien. Donc ouais, la confiance, je sais plus ce que c'était mon segue, c'était... ah oui, c'est ça, l'idée par l'exemple de la part du facilitateur. Je disais, et puis on parlait de... Je pense qu'il est là, puis là, sans sommeil. Merci de garder Heureusement que j'ai préparé l'agenda de cet épisode avant. L'idée par l'exemple. C'est ça, l'idée par l'exemple. Et puis je parlais de l'autodérision, comme quoi ça peut être un outil très fort pour créer de la confiance dans l'équipe. Si on montre à l'équipe qu'on a de l'autodérision envers soi-même, bah, c'est plus facile de créer des conversations, de détendre un petit peu l'ambiance, de faire rire aussi. Mathieu, c'est un expert là-dedans. Je savais que tu t'en allais là, le Check sa disclaimer. face. Là. Check sa face. J'étais sûr qu'Eric va l'amener. Je m'excuse de faire ça, Eric. Je veux pas te mettre de pression, mais il y a des chances que je fasse des disclaimers. Mathieu rentre dans une salle, puis les gens se disent finalement, on peut faire le cap. On peut faire le cap. Donc, l'autodérision, un très bel outil. Oui, c'est ça. Donc, ça crée de la confiance et puis c'est un bel outil pour faire rire les gens aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de comiques de stand-up qui misent beaucoup sur l'autodérision pour faire leurs jokes et puis faire rire les gens, surtout dans un contexte professionnel, au travail, dans les rétros, quand il y a des petits problèmes de confiance, etc. C'est des bons moments pour créer des liens. Exemple? Bah, je sais pas. Par exemple, faire. En fait, je pense c'est un peu décousu. Peut-être que je peux partir des problèmes de confiance en premier et puis revenir un peu sur les solutions, les exemples qu'on pourrait avoir. La confiance, le principal impact que ça a sur les rétros, c'est que les gens parlent pas des vrais problèmes. Donc, en gros, on va faire des rétros. Les gens vont parler, soit vont rien dire, soit vont juste dire des choses positives, soit vont parler de problèmes qui sont très légers. Externe à l'équipe, là, l'infra nous bloque, les serveurs n'étaient pas là. Puis, en mode blâme, en mode justification. En tout cas, je l'ai demandé le 3e mercredi, puis c'est jamais arrivé. Puis voilà. C'est assez commun. Ça marche comme ça ici, c'est pas grave. C'est normal. Ça a toujours marché comme ça. Exact. Il y a d'autres symptômes aussi. Souvent, quand il n'y a pas de confiance dans l'équipe, les gens ont peur d'aller demander de l'aide. Les gens ont peur de demander de l'aide tout court, parce que ça pourrait montrer qu'ils ne sont pas à la hauteur, qu'ils ne font pas bien leur job. La confiance, c'est très influencé par la peur aussi, ou plutôt par l'absence de peur quand on parle de confiance. Quand on fait confiance à quelqu'un, en général, on n'a pas peur de ses réactions, on n'a pas peur de ce que la personne pourrait penser. Quand il n'y a pas de confiance dans une équipe, souvent c'est la peur, un des premiers sentiments qui vient chez les gens. La peur du conflit. Exact. La peur du jugement, beaucoup. Oui. Et puis forcément, cette peur, elle crée un manque de transparence, un manque de confiance, un manque de sécurité psychologique, pour reprendre les buzzwords des rétrospectives. Et alors, pourquoi ce manque de confiance-là existe? Bah c'est ça, la première chose à faire, c'est déjà de le vérifier. Souvent le Scrum Master ou n'importe qui dans l'équipe va avoir un feeling que les gens se font pas confiance. Ça peut être, je sais pas, la posture, les gens, des regards, des réactions. Il y a plein de petits indices qui peuvent montrer que les gens ont du mal à collaborer ensemble, à se faire confiance. Donc la première chose à faire, c'est de le vérifier. Pour ça, il y a des outils. Des outils très simples, genre juste poser des questions à l'équipe. Okay. Je pensais des outils. Alors il y a une pince, il y a la pince à confiance. Il y a une application Android qui permet de saisir l'atmosphère dans l'équipe. Mais c'est la nouvelle gesture de l'Apple Watch, là. Dans le fond, ça tu peux mettre les phases de l'équipe, elle va dire qui se fait confiance et qui se fait pas confiance. Et ChatGPT offre des solutions en temps réel. C'est malade. Faut qu'on parle de ça, ChatGPT un jour. Mais bon. OK. Oui, c'est ça. Donc, il y a des outils pour aider à essayer de comprendre si oui ou non il y a des problèmes de confiance dans l'équipe. Donc, par exemple, il y a des sondages par rapport à la sécurité psychologique. Par exemple, de 1 à 5, à quel point vous sentez-vous à l'aise de partager le plus gros problème que vous avez eu dans le dernier sprint. Nous, par exemple, dans Nitro, on a un radar d'équipe qui est basé sur la sécurité psychologique avec 10 dimensions. Ça parle de vulnérabilité, de transparence, etc. Pour avoir des données quantitatives sur la confiance. Donc, c'est de mesurer un petit peu la confiance, même si c'est un concept assez abstrait.
l'idéal, c'est de le faire en anonyme, parce que l'anonymat, c'est un bon outil temporaire quand il y a des problèmes de confiance dans l'équipe. J'aime le mot temporaire. Ouais. Oui. Il était souligné même. Il était Je l'ai- gras. je l'ai appuyé, ouais. Il dit Laramie va me l'amasser, fait que je vais faire attention, je vais dire temporaire. J'avais mis du CSS sur le temporaire. CSS. C'est du CSS verbal. Là. Quand même. Pour les gens qui sont pas techniques, CSS, je vous l'explique pas. C'est le style sheet de... Merci. C'est ça. Il était stylisé De ton mon discours, ouais. temporaire. Et donc c'est ça, l'anonymat temporairement, ça peut aider. En fait, le but à court terme dans la rétro, quand on se rend compte que les gens se font pas confiance, c'est au moins d'essayer de maximiser les chances que les gens partagent quelque chose. Parce que si on s'en est rendu compte et qu'on fait rien, on accepte un peu le problème, on accepte que toute l'équipe va perdre les 2 prochaines heures ou la prochaine heure à faire une rétro qui va aboutir à rien. Ah bien, ouais. Donc l'anonymat, ça peut être un bon outil. Et puis après, comme je disais, une base de la confiance, c'est de créer des liens entre les gens. Souvent, les gens qui se font pas confiance, c'est parce que ils se connaissent pas, ils ont pas l'habitude de travailler entre eux, etc. Et faire des activités, les classiques icebreaker, team building, peuvent aider à créer des liens. Alors ça peut être des choses très simples. Par exemple, moi dans mon expérience, les meilleures activités de team building que j'ai eues, qui ont créé le plus de liens et qui ont créé le plus de confiance, c'était juste d'aller boire un verre après la job le soir avec ma team. Ouais. Pas besoin de trucs fancy, de Go-kart d'escape en lançage room. de hache, C'est ça. en faisant du paintball. Je pense juste pousser les gens à parler dans un contexte plus perso que pro, et puis juste qu'ils vivent ensemble, qu'ils vivent des discussions, qu'ils rigolent ensemble. Encore une fois, le rire, l'autodérision. Quand on est dans ces activités-là, faire preuve d'autodérision pour faire rire le monde et puis détendre l'ambiance. En fait, je trouve que le but d'un team building et le but d'un icebreaker, c'est un peu la même chose, sauf que l'icebreaker, on essaie de cibler ça juste sur l'activité rétrospective, mais le but, c'est vraiment que les gens soient suffisamment détendus pour revenir sur ce qu'ils ont fait sans jugement, en mode pragmatique, en se basant sur les faits, et puis sans peur en fait. Parce que quand il y a de la peur, il n'y a pas de confiance, on se dit pas les choses, on n'est pas transparent. Donc c'est ça. Question très très difficile, je pense. Vous connaissez la pandémie, vous en avez entendu parler. Il paraît. Travail en ligne. Donc les rétros en ligne, déjà un son autre défi. Ouais. Aller prendre un verre ensemble pendant longtemps, ça a été très difficile. Ouais. De coordonner ce genre d'activité aujourd'hui, ça demeure difficile. Parce que les gens sont au bureau, pas au bureau, il y en manque un, l'autre qui est pas là, il y en a un qui a déménagé à Saint-Sauveur. C'est ça, ça j'allais dire. Les grandes organisations, ils ont embauché des gens qui travaillent sur un projet qui sont en Beauce, même une compagnie qui est vraiment québécoise, ont embauché des gens à Toronto. Donc, aller prendre un verre pour parler de tout et de rien, juste pour bâtir les liens d'amitié ou la familiarité entre les gens pour créer un meilleur environnement pour générer des conflits constructifs ultérieurement, c'est difficile. Avez-vous des idées, des suggestions sur comment créer des liens, je ne veux pas dire amitié, c'est pas le bon mot. Juste que les gens vivent des choses ensemble qui sont pas pro, forcément, qui sont pas des trucs au travail, quoi. Exactement, Ouais. mais dans un monde purement distribué. Mais tout au long de ton discours, Ben, puis quand tu as commencé à poser ta question, moi, ce qui me spinait dans la tête, c'est un Scrum Master qui le voit venir, là, qui regarde ses rétros, il se dit j'aurais besoin de plus de team building, etc. Je pense qu'il commence à investir là-dedans à l'extérieur de la rétro. Hey, aujourd'hui, les boys, le daily, là, on se donne un défi, les 10 premières minutes, on fait juste jaser, puis on passera après ça au travers de nos... Puis toi, Eric, qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine? Ah oui, ok, cool. On est tous des humains, on vit plein d'affaires. Fait que, tu sais, la bonne vieille machine à café, t'as pas le choix de la provoquer. Puis je pense que c'est là que le Scrum Master va commencer à mettre ses billes puis se dire, ben ok, faut que Ben trouve quelque chose en commun avec Eric, puis ça va se passer dans ça donne que tu tripes sur le bateau dragon. Ah ben oui, Eric aussi en faisait du bateau dragon, genre, tu sais. Ouais. Puis commencer à créer ce vibe-là. Faut que tu investisses du temps, tu sais. T'auras pas le choix. Fait que le faire à l'extérieur de la... Je vais amener une couche de complexité. J'ai écouté tes podcasts. Donc, c'est le fun quand tu as le profil missionnaire dans une équipe, mais tu as aussi le profil mercenaire qui a de plus en plus dans les organisations. Oui. Le gars, la fille qui est expert en Mendix_8 pour être... Lui ou elle est là pour livrer de la marchandise. Donc, parler du bateau dragon dans les buts... Non, ils s'en foutent. De toute façon, en ligne, en plus, ma caméra elle va être éteinte. Je vais continuer à travailler sur mon Mendix.
Et il y a beaucoup de rétro aussi qui se passent comme ça, où la caméra elle est éteinte et tu continues de coder pendant la rétro parce que tu t'en fous. Tu mets 2-3 commentaires vite fait et puis reste du temps, t'es là, tu codes et tu fais ta job parce que c'est aussi un symptôme. Et ça, c'est sûr que... Ça peut être une problématique en annexe à la fin. Bonus. Ce que tu décris là, toujours existé, puis on pouvait appeler ça une diva, on appelait ça autre chose, mais ça existait quand même, le dude qui s'en sacrait, puis tu faisais quoi à ce moment-là? Je faisais quoi à ce Là, moment-là? c'est amplifié. Il y a un catalyseur, je suis d'accord, mais n'empêche qu'il était là, mais à un moment donné, tu avais une conversation dans le blanc des yeux, puis tu disais, écoute, buddy, t'as-tu le goût d'être dans l'équipe ou t'as le goût d'être un satellite, puis avoir une relation je veux dire, on échange par web service, on échange avec un contrat, là. Je te dépose, il y a un API, là, je te dépose ça le mercredi, tu fais, tu sais... Mais tu me connais, je fonctionne beaucoup par invitation ouverte, hein. Donc, tu viens si tu penses pouvoir recevoir ou offrir de la valeur. Peu importe c'est quoi, que ce soit une rétro, review ou le meeting XYZ qui n'a rien à voir avec Scrum. Et tu viens si tu es un professionnel, décide si tu viens ou pas. Exact. Si tu viens, par contre, oui, si tu viens, tu es là pour offrir ou recevoir de la valeur. Idéalement, les deux. Qu'est-ce que tu en penses? Et à ce moment-là, c'est de faire du coaching one-on-one avec l'individu. Ça arrive régulièrement où je dis à la personne, au lieu d'imposer ta solution, enveloppe ta solution en question pour quelque temps. Mais dis-le, sois honnête avec les gens. Dis à la gang, j'essaie que quoi? Je travaille avec Eric, là, j'essaie de quelque chose de différent. Au lieu de vous dire, faut absolument qu'on plug la machine de cette façon-là, je vais dire plutôt, ça serait quoi une meilleure façon que de cette façon-là, par exemple? J'aimerais avoir des alternatives. La gang, il nous faut au moins 3 options. Moi, j'ai une option en tête. Oui, je pense que la meilleure, parce que c'est moi qui l'ai trouvée. Cool, mais... Je peux me tromper. Il faut au moins 2 autres pour au moins valider que c'est bon. Donc, du coaching one-on-one, c'est beaucoup ça. Mais tout ça démarre avec une invitation ouverte à peu importe l'activité. Moi, je suis beaucoup là-dedans. De toute façon, tu travailles avec des professionnels. Si tu viens pas, mais tu viens pas, c'est tout. Les bonnes personnes sont les gens qui sont là. Fait que c'est à la base, c'est ma façon de fonctionner. Est-ce qu'on a répondu à ma question? Je ne sais même pas. En fait, ta question, c'était est-ce qu'on peut transformer un mercenaire en missionnaire? Oui. Beau résumé. Tu coaches, non? Moi, je pense que c'est très compliqué. Je ne vais pas dire impossible, mais je pense que c'est très compliqué. Je pense que la solution, elle est plus au niveau du recrutement. En fait, je pense que la solution, elle est plus au niveau des valeurs de l'entreprise, de la mission de l'entreprise et du recrutement, où par tes valeurs et ta mission et ton recrutement, tu vas t'assurer d'embaucher des gens qui sont missionnaires, plutôt qu'essayer de trouver des solutions de transformation par la suite. Moi, c'est un peu comme ça que je le vois, parce que... Je suis d'accord. Puis aussi, parfois, c'est de dire, mais toi, Bob, qui est mercenaire, tu es maintenant un fournisseur à l'équipe. C'est tout. Ouais. Donc, tu es bien... Et peut-être que Bob, là, ça va faire bien son affaire, puis l'équipe aussi. Hein. Ça va peut-être être une excellente solution. Oui, absolument. Et je pense que dans la majorité des compagnies, en tout cas en informatique, les profils de mercenaires ont tout à fait leur place. Enfin, en tout cas, les compagnies en sont très satisfaites d'avoir des mercenaires qui sont pas forcément là pour challenger la vision, challenger toutes les décisions, mais qui sont, par exemple, focus sur la partie technologique et qui veulent juste faire de l'archi ou des choses comme ça. C'est sûr qu'on brise complètement l'esprit de Scrum, là, c'est sûr, parce que là, on crée des component teams, component individual. Ouais. Mais entre ça et une équipe où la confiance ne réussit pas à lever à cause d'une personne qui brise la dynamique, la chimie de l'équipe. Ouais. Mais entre les deux, vaut mieux séparer, puis après ça, peut-être ramener plus tard. Puis si tu continues ton coaching one-on-one, de plus en plus, tu vas pouvoir faire explorer à Bob, le mercenaire, regarde ce que l'équipe est en train de faire, puis le cerveau de 7-8 personnes, ça peut être... Il va être brillant, ton mercenaire, mais le cerveau de 7-8 personnes, c'est quand même difficile à battre, là, si on le croit. Fait qu'à un moment donné, regarde, observe, Bob. Ils ont de moins en moins besoin de tes services, puis développent du stock quand même pas mal cool. T'aurais-tu le goût t'as-tu le goût d'apprendre avec ce gang-là, peut-être? Puis peut-être pas. Puis à un moment donné, par définition, un mercenaire, à un moment donné, on n'a plus besoin du mercenaire. C'est la vie. Hey, ça paraît que ça fait 2 mois que je parle pas d'agile, Scrum, Kanban, Lean, puis ça me fait du bien, c'est drôle, hein? Après, je pense que le profil de mercenaire, il n'est pas seulement relié à quelqu'un qui veut juste faire de la technique et imposer ses décisions aux autres. Je pense qu'il y a aussi une partie désengagement. Alors, pas forcément désengagement au point de plus être performant. Au contraire, même dans le cas d'un mercenaire, je pense qu'il y a beaucoup de mercenaires qui sont performants, mais désengagés, comme je dis, de la mission de l'entreprise, etc. Et peut-être que dans la stratégie de long terme d'un coach
vis-à-vis de cette personne-là. Si le coach se donne comme objectif de le ramener à la vision de l'entreprise, etc., bah justement, il pourrait y avoir ça, une sorte de sensibilisation au fait que ton input, il peut aussi être très important dans les choix que fait l'entreprise, mais ça passe surtout par le fait d'être dans une entreprise qui met en avant ça, là, genre l'input des développeurs, par exemple, dans les décisions. C'est un bel exercice pour un Scrum Master, ça. Gérer un mercenaire puis de le... Non, mais d'identifier qui sont... Souvent, j'accompagne les Scrum Masters pour identifier les différents styles sociaux. Meneur, expressif et analytique et compagnie. Mais de faire plus... Qui sont les missionnaires et les mercenaires dans l'équipe? Et ça permet de révéler quelque chose et de guider ses actions auprès de l'équipe. Ça peut être intéressant. Et puis, est-ce qu'on est une organisation qui promeut le missionnariat ou le mercenariat? Je sais pas si mercenariat, j'aime ça. Si ça n'existe pas, on l'invente. J'aime ça. Ça sonne bien, en tout cas. Oui. Épelle-le maintenant. Non, l'épelle. Oui. Fait que Scrum Master à la maison qui écoute ce fameux podcast qui existe depuis 4 ans, faites-le pour le fun. Identifiez qui sont les missionnaires, les mercenaires et qu'est-ce que vous faites pour que ces gens-là puissent cohabiter dans un climat de confiance pour pouvoir parler de vraies choses lors de rétrospectives. Je reviens aux rétrospectives. On est revenu au problème. Et si le concept vous intéresse de mercenaire versus missionnaire, ça vient du livre qui s'appelle Inspired sur le développement de produits. Okay. Donc qui parle beaucoup des différentes phases qu'il y a dans l'élaboration d'un produit, la phase de discovery, la phase de build, etc. Et qui met l'accent sur l'importance d'avoir une équipe qui est investie pas juste dans la partie build, mais aussi dans la partie discovery, savoir qu'est-ce qu'on va faire. Je suis quasiment déçu. Je pensais que tu l'avais inventé. J'aurais aimé. J'allais dire, écris un livre, c'est ça le titre. Are you a missionary or are you a sharpshooter? C'est pas... comme une couverture qui a popé dans ma loge, c'est ça. Vas-y. L'association du mot de missionnaire est en conflit. Je comprends pas, explique. Tu veux vraiment que je te le mime? Non. Est-ce que vous allez être démonétisé pour ce mime? Si seulement on était monétisé. On va se faire kicker off de YouTube. On est rendu où, là? La confiance, là. On était sur la confiance. Et je pense que j'avais fait le tour, honnêtement, pour la confiance. Oui, absolument. Pour wrap-up, c'est pas un sujet simple. Le livre, comme moi, je peux le proposer, bien sûr, c'est faire dysfonction d'une équipe. Là, Lencioni prend le temps d'expliquer avec des belles fables sur comment aider les équipes à surmonter le manque de confiance pour... Oui, et je pense qu'il y a aussi une vidéo YouTube de Simon Sinek sur la confiance versus la performance. Avec son tableau à 2 axes, là, les Navy Seals, toute la oui, exactement, c'est celle-là. Okay. Qui est intéressante. C'est Lance les barres en arrière. Yes, sir. Tiens, vu de celui-là? Ah non, t'en as déjà. les crayons nous lâchent. Si vous me demandez ce qui s'est passé, oui, mon crayon a explosé dans mes mains. Oui. Mais bon. C'était tellement intelligent ce que tu allais écrire. Ouf. C'est trop d'énergie à l'intérieur d'une main. J'allais écrire Simon Sinek. Ouais, c'est ça, c'est Simon Sinek qui a fait péter ton stylo. Ok, fait que là, oui. Next. Donc, on a fait... Alors, attends, où j'en suis? On a fait... Top 1, c'était la confiance. Top 2, c'était le manager. Yes. Top 5, c'était tous les petits problèmes logistiques, organisation, etc. Donc, il reste le 3 et le 4. Ok. Il est organisé, le bonhomme. Aïe, aïe. C'est donc parfait pour l'édition, ça. Là, je te fais tous tes shorts sur YouTube. C'est trop facile de couper. Time Index 5740, le numéro... la numéro 3. 3. Donc la numéro 3, c'est les personnes qui parlent trop, donc qui prennent trop de place pendant les rétros. Un français. Par exemple. Je plaide coupable, ça m'est arrivé. Régionalisme, agisme. Alors là, c'est sûr, la monétisation, c'est terminé. Si la rétro commence par quelqu'un qui dit a priori, t'es dans le marre. Ça finit par du coup. Ça finit par du coup. Chaque phrase finit par du coup, s'il est vraiment français. Puis il y a quelques usines à gaz là-dedans, c'est sûr. Donc quelqu'un qui prend trop de place là, pendant la oui, et qui par définition prend aussi la place des autres, donc qui va faire une rétrospective un petit peu à sens unique où il n'y aura qu'une seule pensée parce que il y aura que sa pensée. C'est intéressant parce qu'à ce moment-là, ça me fait penser à Crucial Confrontations. Nous, comme Scrum Master, qui devons-nous confronter dans cette situation? La personne qui parle trop ou les gens qui le laissent parler? Hein? C'est une décision à prendre. Il n'y a pas de réponse à cette question-là. Ta réponse, ça dépend. Non, c'est plus subtil. OK. Pour y répondre quand même, je pense que c'est toujours mieux d'intervenir, juste encore dans l'optique de ne pas perdre le temps de toute l'équipe et de ne pas passer une rétro où c'est juste une personne qui parle. De façon stratégique, Alors, en fait, il y a deux types de personnes
qui prennent beaucoup la parole. Il y a la personne qui va couper la parole des autres. Et il y a la personne. Je suis pas d'accord avec toi. Et il y a la personne qui va développer très 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 longtemps ses idées. Ça m'arrive de tomber un petit peu là-dedans. Pour la personne qui développe vraiment longtemps ses idées, intervenir c'est plus simple parce qu'on peut juste la couper de façon cordiale, polie, respectueuse, en lui disant c'est intéressant ce que tu dis. Mettons ça de côté, parlons-en une autre fois. On peut faire ça par exemple avec un parking lot d'idées pendant les rétros. Comme ça, au moins, la personne, on voit pas que ça, on prend pas son idée, on la met à la poubelle, on voit qu'il se passe quelque chose. C'est un outil tellement simple et tellement puissant, le parking lot, c'est fou. Parce qu'on valorise ce que la personne dit, puis mettons, on leur ferme la gueule. Exactement. C'est merveilleux. C'est le meilleur des deux mondes. Exactement. Et des fois, je sais pas si tu t'en allais là, mais tu sais, il y a des gens qui, oui, commencent à dévier, puis c'est des items à parking lot, mais il y a aussi des gens qui font juste remettre la même idée en boucle, mais avec de plus en plus de viande, puis tu sais, OK, c'est bon, on l'a catché. On est en train de taper sur un animal mort. Là. Ton idée, on est tous d'accord. Move on, buddy. C'est un animal mort. Ouais. Et ça, comme la personne qui coupe beaucoup, je pense que... Alors idéalement, il faut le flaguer. Mais le problème, c'est que qui dit le flaguer dit un peu afficher la personne devant le reste de l'équipe. Et ça, c'est un no-go total de pointer du doigt une personne. Et puis, c'est un peu le côté humiliant. Et je pense que ça va être très difficile de tirer quoi que ce soit de cette personne-là par la suite, une fois qu'on l'a affiché. Donc, je pense que si on a des stratégies pour... pointer du doigt sans humilier, on va dire, ou gentiment, ou juste flaguer de façon un petit peu discrète. Attention, t'as coupé la parole, fais attention. Ça peut se faire sans que la personne se sente mal. Mais c'est pour ça, là, je marche un petit peu sur un fil. Je peux pas dire qu'il faut absolument intervenir, parce que je pense qu'il faut vraiment sentir le contexte, la personne, avant de se permettre de soit lui dire arrête de couper les gens, soit lui dire arrête de trop développé, ou genre là ça fait 5 minutes que tu me dis la même chose, passe à autre chose par exemple. Je pense que les façons sont très importantes. Puis c'est une question souvent de point-virgule, il y a un petit blanc dans la phrase, tu réussis à t'insérer. Le rythme il est super important. Vachement difficile à faire en ligne, voire impossible. Mais si on prend pas action tout de suite et puis qu'on dit ok, si je prends action, si je lui montre que ça va, ou que si je lui montre que ça va pas, ça va poser problème par la suite, on laisse passer la rétro. Il y a des façons par la suite, des outils encore une fois, pour éviter que ça se reproduise. Donc dans le cas de la personne qui va couper la parole, il y a le bâton de parole. Donc je sais pas, un petit totem, une balle, n'importe quoi, qui dit que c'est la personne qui a cette balle qui peut parler. Et puis qu'une fois qu'elle a fini de parler, quelqu'un veut prendre la parole, on lui donne. Alors ça met un côté très codifié à la prise de la parole de la rétrospective, c'est moins naturel, mais ça permet de donner la parole à tout le monde, et je pense que c'est plus important que tout le monde ait la parole dans la rétro, plutôt que de maximiser le côté naturel des conversations. Et puis peut-être qu'après, tout doucement, on peut revenir vers un format plus naturel de discussion. Pour la partie... Oui, vas-y. Dans la version 2.0 du bâton de parole, j'aime bien le fishbowl ou le banc de parc, où il y a 2 ou 3 personnes qui sont sur le banc de parc qui peuvent parler, puis les autres peuvent pas participer. Sont spectateurs. Puis là, en tant que Scrum Master, tu peux aussi dire hey, Eric, je pense que tu avais quelque chose à dire là-dessus, rentre dans la conversation. C'est un in-between pour fluidifier la conversation. Il y a une liberating structure, je pense, dans le même sens, non? Où t'as tout le monde qui met des chaises en rond, t'as juste 2 chaises au centre. Ça sent le fishbowl, ouais. C'est ça, hein? Ah, c'est ça. Ben, le fishbowl, en fait. Je sais pas si ça s'appelle comme ça dans les structures, là. Ouais, je me rappelle plus dans les Liberating. Ah, bah oui, fishbowl, c'est ça, c'est l'œil du poisson, là. C'est genre un cercle, des cercles concentriques, là. C'est ça? En fait, illustrer ça? T'as N personnes qui sont dans le fishbowl qui peuvent parler, puis si quelqu'un veut parler, il y en a un qui sort. Okay. Puis là, tu peux avoir, disons, 3 ou 4 personnes, là. Souvent 2, 3, là. Puis ça fluidifie un petit peu la patente, puis ça. De façon humoristique, tu peux même faire, imaginons que c'est Ben qui parle trop, faire hey Ben, ça fait longtemps que t'es là, on devrait laisser la place à Eric. Okay, là, c'est plus facile. Voilà, tu viens de sortir, l'espace se crée, puis on t'a pas mis sur le spot, là, comme tu le décrivais un petit peu plus tôt. Ouais, couper la parole, là, c'est un gros ça aussi. Moi, c'est mon pet peeve, je sais pas comment dire ça en français. Là. C'est une chose qui m'agace énormément. Je suis quand même introverti, fait que si je m'exprime, j'aimerais pouvoir avoir le temps de dire ce que j'ai à dire. Et souvent, je vais imposer une règle d'équipe, surtout au niveau gestionnaire. La raison pourquoi je le fais, c'est que dans le temps, il y a très très longtemps, nous, l'équipe de coach, on avait un coach, et le coach a mis en place cette règle-là. Et le niveau d'anxiété chez moi et dans la dynamique d'équipe a fait une chute incroyable. Et maintenant, je l'impose. Et je me souviens, dans une entreprise, Giro, pour pas la nommer,
Je dis, OK, toute la gestion, là où vous coupez la parole continuellement, j'impose une nouvelle règle. Vous devez absolument... Là, une personne qui me coupait, je dis, OK, un peu, je vais recommencer. Vous devez... Absolument. J'ai recommencé peut-être 3-4 fois. Là, on riait. C'était rendu un jeu, rendu là. C'était pas prévu, mais c'était rendu vraiment un jeu. Puis les OK, on va laisser Eric terminer. Là. Vous devez absolument laisser la personne terminer avant d'intervenir ou d'ajouter votre opinion ou de contredire ou peu importe. Et c'était fou après ça. C'est wow, c'est les gens, une fois... Imposer des choses une fois de temps en temps, infliger de l'aide, comme on dit souvent, là, une fois de temps en temps, encore là, c'est pas mal. Je préfère la posture de coach, c'est merveilleux. Si eux avaient décidé d'imposer cette règle-là, j'aurais dit, ça va être beaucoup plus efficace. Ouais. Les gens vont le respecter beaucoup plus. Mais à ce moment-là, nous de le faire comme Scrum Master ou comme coach, c'est pas nécessairement mal. Et c'est simple, c'est direct, et le retour sur investissement est quasi immédiat. C'est merveilleux. Oui, de faire du balai autour de la situation, de dire hey, la gang, il faudrait peut-être écouter. Je suis beaucoup dans ce mode-là aujourd'hui. Oui, ça peut être bon dans certains contextes. Dans d'autres contextes, je dis hey, la gang, pour le mois de septembre, voici la règle qu'on va mettre en place. Et puis à la rétro X, ou au retour, ou au prochain COJ, on va, en comité de gestion, on va en parler, voir c'est-tu fatigant, c'est-tu bon, c'est pas bon, on fait quoi avec ça? En expérimentation. Ça, c'est cool aussi pour avoir l'aval de l'équipe en mode, je suis pas votre dictateur, je suis pas en train de vous dire toutes les rétros, ça va être le talking stick obligatoire. C'est essayons ça et voyons si c'est un outcome positif sur la prochaine rétro. Ouais, je pense que c'est Diana Larson qui disait frame it as an experiment. Ouais. Okay, voici l'expérimentation, les 2-3 hypothèses. Ensuite, on confirme ou on infirme les hypothèses. Si c'est de la merde, on arrête. Si c'est magique, on va continuer. Peut-être qu'avec le temps, ça va être... on va l'intégrer, puis ça ne sera même plus une règle. Ça va être un automatisme. Un automatisme, une façon d'être. On l'a appris. Puis si je pousse ton expérimentation, des fois, c'est pas si évident de savoir quand quelqu'un a terminé son idée. Oui. Ben, tu peux même te rendre jusqu'à un code genre CB. Là, tu peux jouer. Là, tu le fais pas dans un code genre pendant 3 mois. Là, mais le prochain code, quand j'ai fini une idée, je vais juste dire point ou terminé. Ou je sais pas quoi, juste pour vraiment souligner mon idée, elle se finit là. Maintenant, Eric, tu peux réagir. Parce que c'est pas si évident, toujours dans le feu. Il y a de l'émotion, t'es là, t'es dedans, les gens trippent, les gens ont le goût d'embarquer. Oui, tu veux pas éteindre ça non plus en même temps. Fait que tu dois jongler avec ça. Exact. Juste de faire... C'est bon, mon idée est finie. Ouais. Et ça fait un bon lien avec le deuxième type de personnes qui prennent trop la parole, donc ceux qui développent trop leurs idées. Une règle d'équipe aussi qu'on peut mettre en place, encore une fois de façon stratégique, parce qu'il ne faut pas que la personne se sente... faut pas que la personne se sente visée par la règle d'équipe directement, mais mettre un timer de parole, par exemple. Pareil, j'ai remarqué où j'ai eu du feedback comme quoi il y a des gens qui parlaient pas assez ou qui prenaient pas assez la parole. Est-ce qu'on, pour la prochaine rétro, on essaye de se dire, voilà, chaque prise de parole, ça va être un timer de 2-3 minutes. Et puis, quand le timer sonne, on laisse la parole même si on était en train de développer une idée, on laisse la parole à quelqu'un. Et... ça me fait penser à la technique que je déteste profondément. Je sais pas si ça en va ou moi je m'entendais c'était positif, mais peut-être qu'on est pas en même place. C'est le Elmo. Que je déteste. Le Elmo, c'est le Enough, Let's Move On. Puis t'as une petite poupée Elmo là, de Sesame Street. Ouais. Puis là, tu lances la personne pendant que la personne parle, tu lances le Elmo en plein milieu de la salle. C'est comme fuck you. Ouais, ta gueule. Et que je l'aime pas cette technique-là. Mais bon. Mais ça dépend si ça sert à. Ça dépend. Il y avait une autre expression que dans mon dernier mandat qui était là on a ramé jusqu'à la plage là. On est rendu à ramer dans le sable là. On s'est rendu le mot dans ce contexte là je trouve qu'il est intéressant, c'est pas je suis pas en train d'essayer de vouloir te couper, je suis en train de dire on a tout compris là. Mais comme tout outil, si c'est utilisé correctement, ça va. Mais écoute, même dans le contexte où je fais très confiance aux gens, à Agile Partnership, dans un meet-up qu'on a fait à un moment donné, et que je partageais mon point de vue sur quelque chose et que quelqu'un a lancé un Elmo, j'ai failli déraper. On a failli perdre un partenaire à ce moment-là. Fait que moi j'ai dit non, it's not enough, je continue. Fait que c'est une mauvaise expérience avec Elmo. Moi je l'utilise jamais, le Elmo.
Moi, c'était pas cet outil-là que j'avais. Je faisais Oui. un mix entre ton bâton de parole puis le timer. Il y en a une alternative qui est intéressant aussi. C'est dépendamment de l'équipe, mais tu sais, un bâton de parole qui est un poids de, whatever, 5 ou 10 livres, puis tiens-les comme ça. Ouais, je l'ai fait quelques fois. Ça combine très bien le timer puis le bâton de parole. C'est une belle atmosphère dans l'équipe. C'est le Exact. fun d'avoir un poids de 10 livres. Là. C'est dans l'idée de faire des planks à la place du daily, là. C'est Ouais, même ouais, état d'esprit. exact. Tu parles le temps que tu veux, mais tiens le poids, mon ami. À moins qu'il y ait un gars vraiment en shape dans l'équipe et que lui, il le tient à l'infini. Il y en a toujours un comme ça qui fait exprès juste pour montrer qu'il est cool. C'est ça, que puis c'est lui qui va au gym. il tient longtemps. Mais... Une autre technique très efficace, c'est le collier électrique. Contrôlé par le Scrum Master. Exact. Donc, si pas le trop, Fonctionne bien. Et qu'est-ce qu'on fait si le manager exige d'avoir la télécommande du collier électrique? Tu y mets un collier électrique, puis il peut s'autogérer. Ou non, le collier électrique que lui possède, il est managé par un stakeholder. le nouveau qui Ah, est il y a une géré. hiérarchie de colliers, c'est ça? En fait, celui du manager, le plus haut gradé, son collier est géré par le nouvel arrivant dans l'équipe. Ah, ok. Le junior, le stagiaire, la personne qui est là depuis une semaine. Moi, je dis qu'on donne ça au RTE, puis c'est réglé. Ou on sait pas qui a la gestion du collier. Ah, un random collier Ah, électrique. ouais. Un random collier. Tu l'essayes, t'appuies sur le bouton. Oh merde, Ouais, c'est quoi ça, la roulette russe, c'est ça? Ouais. j'ai d'électrocuter Ben, c'était vrai que je voulais. Les amis qui écoutent, c'est une blague. S'il pas de te plaît, collier allez électrique. pas au magasin, au pet shop pour acheter les colliers électriques. J'avais le goût de vous partager quelque chose que j'ai vécu et que ça m'a pris du temps à identifier. C'était quelqu'un qui parlait trop, mais c'était un introverti, fait qu'il parlait jamais, mais il avait tous les pouvoirs dans l'équipe. Je suis confus. Ça m'a pris du temps à m'en rendre compte parce que Ouais. dans les rétros, je me rendais pas compte qu'en général, les gens se retournaient vers lui puis il faisait des signes de oui, non. Il allait chercher le non-verbal de Ah, dude il voulait son approbation, pour mais il parlait pas. avoir son approbation. Ah, ok. Puis ça se gérait behind the scene, en chat, ou des trucs comme ça. C'est un peu crunchy, là, mais Aïe, ça aïe. fit dans ce que tu dis, Ouais. mais sans parler. Fait que c'était hyper difficile à savoir parce que mais qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi je vois pas? Là, tu parles en personne ou en ligne? Il y avait évidemment une portion de monde en ligne, Ouais. une portion en personne. Ah, fait qu'on finissait par oui. faire les rétros dans le team avec un outil, blablabla. Ouais. Mais, OK, mais qu'est-ce qui se passe là? Ouais. Puis c'est ça. C'est une belle question, ça. La gang, qu'est-ce qui se passe? Oui. Ben, en fait, Julie vient de dire quelque chose, et là, Julie vient de se contredire. Qu'est-ce qui s'est passé entre Julie dit bleu, puis là, Julie dit il faut pas que ce soit bleu. Ah ouais, mais là, c'est Marc qui a fait un genre de signe de what the fuck are you talking puis, about? des fois, c'était obvious. La personne arrivait, C'est puis non, subtil, ça ça. se fait pas, telle affaire, parce que c'est souvent technique ou des trucs comme ça. Ouais. Puis d'autres ok. fois, c'était juste. OK, il y a quelque chose qui s'est passé. Tu sais, OK, le code, as-tu un niveau de qualité requis? Notre DOD, est-tu correct? Blablabla, oui, OK. Ah non, finalement, Ah bah non. c'est plus le cas. OK. Aïe, aïe. Pourquoi? Mais bref. C'est une version Ouais, externe ouais. de ta personne qui prend trop de place. Elle prenait trop de place, mais Sans parler. c'était pas obvious. Ouais. Et ça fait encore une fois un super pont sur le top 4. Moi, je pense qu'on s'est appelé sans C'est savoir. clair. Non, mais j'ai quand même encore un mini wrap-up. Oui, oui. là. La personne qui parle trop, je pense que c'est important de valoriser ce qu'elle dit. Et une belle façon de le valoriser, c'est de dire hey, on le prend en note, là. Ça existe, c'est vrai. Là. Faisons du pouce là-dessus. Ouais. Et j'ai aussi oublié quelque chose par rapport à la personne qui parle trop. Si jamais ça L'avantage continue. de faire un wrap-up, Ouais, C'est vrai. femmes qui aiment trop, c'est un livre c'est femmes qui aiment des années trop. 80-90 de psychopop. Là, non? Aïe, aïe, là, je vois le thumbnail là, pour... Qu'est-ce que je disais? Ça me fait Oui, c'est plaisir ça, de faire déraper. Là. Je suis un expert. Je me disais, j'ai Nos- vraiment nos- pas la référence. Nos podcasts se ressemblent pas. Hein? T'as vu? Ta conversation avec le barbu, là, je vous dis son nom, là, c'est quoi son nom? Le barbu? Ouais. Toi? Non, pour moi. Ton podcast, t'avais un... Ah, c'était Nicolas, pardon. Nicolas, Ouais. très différent comme Oui, format, hein. c'était très formel. Super pertinent, par contre. J'ai adoré ce qu'il y avait. Ah ouais, partagé. c'était merveilleux. top. Ouais. C'était merveilleux. Non, j'ai beaucoup appris aussi. Faudrait à titre l'inviter au personnel. podcast. OK, je sais pas c'est qui, mais d'accord. C'est Nicolas... Je sais plus son nom. Guimont? Non, je vais pas me tenter, je sais plus son nom. OK. Il y a une barbe. Il a participé à GoPirate aussi, à leur podcast. Une ouais? ou deux fois, je pense. Ah ouais? Il est assez proche de GoPirate. OK, parfait. Qu'on peut être provocateur un petit peu. Salut, Nicolas. Bonjour, Nicolas. Ça va, pas ça? Nicolas Quevillon, si je dis pas de bêtises. Oui, ça sonne... j'aime ce son.
Mais c'est pas un Français qui est retourné en France. Ça Non. me dit quelque chose. Non, C'est c'est un un pur Québécois. Québécois. Ouais. Ok. Il dit gestionnaire, donc c'est un Ah, Québécois. non, oui, je sais qui. Il était chez Desjardins, puis il est venu à un meet-up de Cossette. Là, il a dû quitter, là, ça fait probablement 8 ans de ça. OK. Il y a quand même plein d'énergie, je suis étonné que ça a été formel. Mais d'accord. Ben ouais, ben après c'était des questions très sérieuses et puis c'est aussi moi en tant qu'animateur qui est pas très drôle, je pense, qui est très genre C'est en ligne aussi. ouais. J'ai préparé mon podcast, j'ai vraiment pas envie que ça dérape et de mal gérer, alors je stick stick to the plan. Mais t'étais sur un point manquant. Ouais, c'est sûr. j'avais Oui. oublié, c'est ça. Si jamais les comportements problématiques de la personne continuent, bah forcément il y a toujours le one-on-one bien comme solution. Et puis là encore une fois, je vais utiliser le mot stratégique parce qu'il faut toujours être stratégique aussi quand on va pointer du doigt des problématiques, quand on va un petit peu au conflit avec quelqu'un. C'est important de mettre en avant ce que les gens ressentent quand la personne coupe la parole ou développe trop ses idées ou l'empêche les autres de parler comme stratégie pour exposer le problème. Si on rentre dedans en pointant du doigt en lui disant regarde t'as coupé j'ai pris des notes il y a 10 bâtons, t'as coupé 10 fois la parole à la dernière rétro, c'est sûr que ça va mal se passer et le but c'est de faire en sorte que la personne aussi soit soit notre allié dans la résolution de son problème, que ce soit pas lui contre le monde mais qu'on soit tous ensemble pour l'aider à résoudre ce problème et puis de responsabiliser la personne là-dedans. Donc c'est ça, montrer l'impact que ça a sur les décisions, nommer les émotions aussi, c'est un bon moyen de responsabiliser la personne. C'est ça, les gens se sentent mal à l'aise quand tu fais ça, des fois il y en a qui se sentent en colère quand tu leur coupes la parole, etc. Ça peut être un bon moyen aussi d'amener la conversation, qui va être une conversation difficile. Et Scrum Master, Coach Agile, offrez-vous une deuxième option. Au lieu de, au sens très, très collaboratif et gentil, là, le mot confrontation, au lieu de confronter par défaut la personne qui parle trop, confronter l'autre côté de la médaille. Confronter des gens qui laissent la personne prendre trop d'espace. Ça lui donne une deuxième option. Puis ils ne sont pas mutuellement exclusifs. Les deux sont. Ça fait partie, je pense, du plan d'action pour essayer de résoudre ce problème-là. Parler à tout le monde, là. Oui. Tout à fait. Je disais que ça faisait un super pont sur le top Quatrième. 4, qui est qu'est-ce qu'on fait quand une personne ne parle pas du tout à la rétrospective. Donc la personne silencieuse, renfermée, qui reste dans son coin, qui participe pas. Là où l'est, ou l'équipe. Là où dans l'exemple, on peut dire qu'il y en a une, Ouais. c'est peut-être plus facile. Mais il peut y en avoir plusieurs. Enfin, en tout cas, les solutions que je vais développer s'adaptent à peu importe le contexte. OK. Donc déjà, le symptôme, c'est que la personne ne participera pas à la rétrospective. Donc la rétrospective n'inclura pas toute l'équipe. Donc c'est un problème. C'est une rétrospective qui n'est pas réussie parce que toute l'équipe doit être concernée. Et J'amènerai 22 nuances à ça. OK, oui. Allons-y avec ça. et aussi, souvent, c'est des personnes qui sont plus introverties. Analytique. qui tombent dans ce problème-là. Il y a une étude qui dit que à partir du moment où une personne a pris une fois la parole dans un meeting, c'est beaucoup plus facile, en tout cas elle a un pourcentage de chance beaucoup plus élevé de reprendre la parole. Donc c'est pas une solution parce que ça résout pas complètement le problème, mais on va dire que ça augmente les chances qu'ils ne se reproduisent pas. C'est de s'assurer que tout le monde ait pris la parole au moins une fois avant de rentrer dans la viande, on va dire, de la rétro. Donc icebreaker, on a utilisé le mot plusieurs fois. Ça peut être quelque chose de très informel, juste une petite discussion et puis interpeller la personne. Et toi, t'as fait quoi cette fin de semaine? Je sais pas. Juste s'assurer que tout le monde parle. Ça, c'est une bonne entrée en matière. Si vous n'êtes pas à l'aise à faire des icebreakers, entre guillemets, social, faites un icebreaker fortement lié aux conversations à venir. Ouais. C'est correct. Puis souvent, dans des équipes purement techniques, je veux dire une équipe back-end, data, blablabla, un icebreaker avec des câlins collectifs, souvent, ils ne sont pas très interpellés par rapport à ça. Faites un icebreaker lié à leur métier, lié à la problématique à décortiquer, lié à ça. On peut trouver des trucs drôles là-dessus aussi. Je sais pas, une équipe data, on peut trouver c'est quoi les data les plus pourris que tu as trouvé cette semaine dans la BD, dans telle BD par exemple. Fantastique. Il y a moyen de trouver des exemples drôles. Exact. Ouais. Encore une fois, de l'autodérision sur les trucs sur lesquels on travaille, etc. Et les gens ne savent même pas que c'est un icebreaker, c'est juste qu'on jase. C'est une discussion. Pas obligé de le souligner dans ton plan avec de 8 à 8 écarts, c'est l'icebreaker. C'est deux vérités, un mensonge. Ouais. Celui-là est cool en tout cas. Ça peut être drôle. Mais il est cool. Oui, je trouve ça intéressant, ouais.
Encore une fois, sur l'autodérision, ça marche super bien parce que souvent, on met des exemples. La vérité, ça peut être des trucs vraiment tirés par les cheveux et ça peut vraiment faire rire tout le monde. Chez Télé-Québec, on faisait ça. Ouais. Non. Qu'est-ce que je disais? Personne qui parle peu, si elle parle oui, c'est ça. minimal. Donc la solution... Alors, comment faire émerger, comment amener cette personne-là à nous partager son cerveau, son jus de cerveau pour aider l'équipe à mieux réussir? Depuis le travail à distance, avec les outils comme Teams et Zoom, il y a une fonctionnalité qui est super populaire, c'est les breakout rooms. Et puis ça peut être un bon outil pour permettre aux personnes... Parce qu'en fait, le problème à la base, c'est que la personne a peur de dire ce qu'elle pense devant le reste de l'équipe, donc devant beaucoup de personnes, entre guillemets. Donc créons des petits groupes de discussion, 2-3 personnes max, pour que cette personne se sente plus à l'aise de discuter. Généralement, il y a peu de risques dans un groupe de 2 ou de 3. Déjà, si on fait des groupes de 2, c'est sûr qu'il va falloir qu'elle parle. Et ou un groupe de 1, suivi d'un groupe de 2, ensuite de 4, et ensuite de tous. Ça me dit quelque chose. Ah, d'accord, One, two, for all, pas de nom. Pas game de faire breakout room à 1. Avec un bot. Avec Teams, ça va crasher, c'est sûr. Là, t'as un timer là, qui dit il reste 3 minutes à 1. C'est pas anxiogène. Moi, je le ferais juste parce pour que rire. c'est drôle. T'as la notification, il vous reste 30 secondes avec vous-même. Préparez-vous. C'est ça ton icebreaker. Il y a rien qui se passe. C'est juste... Non, mais vous riez, mais peut-être Pourquoi pas? psychologiquement, peut-être, ça permet justement d'être avec soi-même. Exact. C'est juste Arrêtez de vous moquer d'un breakout room à une personne. C'est tout à fait légal et possible et plein de valeur. C'est légal, il n'y a pas de loi. Là. Justin n'a pas passé une loi contre ça. Justin Trudeau. accompagné en main. Je pense que oui. Ah oui, j'ai vu ça. On vient de mettre une temporalité dans cet épisode-là. Okay, donc c'est ça, breakout rooms. Une petite astuce, c'est si on repère des personnalités, j'ai des fonctionnalités, c'est vraiment pas correct, des personnalités qui sont plus extraverties dans l'équipe, peut-être mixer ces personnes-là, parce que souvent quand on fait des breakout rooms, l'étape d'après c'est qu'une personne de chaque room va partager au reste les apprentissages, les discussions, etc. Donc mettre une personne qui elle a moins de mal à parler devant une audience, comme ça au moins on s'assure justement que les pensées de la personne plus introvertie soient partagées. Okay. Et quelque chose que je déconseille vraiment, je pense, je suis sûr, c'est de pointer du doigt encore une fois. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Et de relancer la personne. Ça, c'est... Non. C'est du one-on-one. Ouais. Et quand... Dès le départ, on a parlé d'introverti et d'analytique. Oui. Puis ça peut aller ensemble, puis ou pas. C'est borderline synonyme. Borderline. Oui, j'ai déjà eu un collègue qui était... C'était pas la crainte de parler ou quoi que ce soit, c'est juste qu'il était vachement dans son cerveau. Là. Oui. Il y avait juste besoin de temps, puis clairement, dans une rétro, dans un brainstorm ou n'importe quoi, pendant que nous, on mettait 22 idées sur le mur. L'expressif va passer tout haut. L'analytique va passer avant de se dire quelque chose. Puis, mais je veux dire, il cognait un coup de circuit 9 fois sur 10. Là. Quand quelque chose sortait, c'était... OK, ouais, tu viens de nous amener plus loin. Tant que c'est pas à 5 minutes à la fin du meeting. Même si c'était à 5 minutes, cool! Ça peut créer une frustration solide. Là. Je suis d'accord, mais il vaut mieux là que pas. Ouais. Fait en fait, tout ce que je veux dire, c'est de valoriser ce qui a amené. Parce que souvent, on va valoriser OK, il y a eu beaucoup de contenu, mais non, c'est hey, cool. En l'occurrence, ça s'appelait Pascal. Ce que tu as amené, c'est malade. Là. Tu nous as amené ailleurs. Puis d'amener l'équipe à le reconnaître. Hey, Jean-Paul, on le voit, là, il process. Là. He's processing the information. Jean-Paul, tu nous reviens dans pas long avec ton output. Oui, OK. Ça devient... On connaît Jean-Paul qui est analytique. On connaît Mireille qui est expressive, qui vomit des idées sans cesse. Et de le reconnaître, ça... Même de s'auto-reconnaître dans ça nous permet de nous auto-gérer par rapport à tout ça. Mais oui, l'analytique, sont faciles à repérer, en fait. Ça, c'est la beauté de la chose. Mais tu le vois là, dans les yeux. Là. Il y a l'hamster qui ça bouge, là. Le stress du timer aussi, où il reste 1 minute et il a toujours pas ses post-it quand on fait ça en... Puis de laisser de l'espace. On peut arrêter d'être en mode on garoche tout. Là. Ça peut être juste, OK, les 5 prochaines minutes, on va juste réfléchir à chacun de notre bord. C'est pas mal. Ou on peut aussi faire une partie asynchrone dans la rétrospective. Par exemple, la collecte des idées, si la personne a du mal à le faire en 10 minutes, ou 5 si c'est plus serré, pendant le sprint, faire en sorte qu'il y ait quelque chose où n'importe qui peut
jeter des idées et puis qu'elles seront présentes à la rétro ou qui pourraient les récupérer à la rétro pour les élaborer, les enlever si ça a été c'est un maudit bon point. si ça a été si c'est plus pertinent. Vous n'avez pas besoin d'attendre à la rétro pour faire une rétro. Vous pouvez la faire en buvant votre café à la cafétéria. Hey, la gang, hier, c'était de la merde. On fait quoi? Qu'est-ce qu'on change là, matin? Attendez pas la rétro. Il y a en tout cas, la partie de collecte des idées et de vote, si on suit vraiment les rétros très classiques, c'est des parties qui se font très bien de façon asynchrone parce que c'est des parties de réflexion personnelle. Donc, il n'y a pas besoin vraiment d'être tous ensemble pour les faire. Ouais. Après, c'est sûr que pour les parties plus discussion, regroupement des idées, thématisation, etc., c'est plus compliqué. Mais collecter les idées, ça se fait vraiment bien en amont. Là. Comme développeur, j'aimais ça personnellement. Moi aussi, le genre de boîte de suggestions. Ouais. Là, parce que rendu à la rétro, je me souviens pas ce que j'ai fait hier. Pareil. Fait que le problème que j'ai eu avec tel client sur telle fonctionnalité 2 semaines avant, je suis déjà rendu sur l'autre story. Moi, là. Ouais. Le changement de contexte, moi, en tout cas, c'est un des trucs qui m'a posé le plus de problèmes quand j'étais dev vraiment à temps plein. Que ce soit les meetings ou même juste des meetings de discussion technique, même si ça restait dans la technique, sortir de mon poste à coder et aller faire quelque chose et y revenir, en termes de focus, ça a été vraiment compliqué. J'ai déjà eu un Scrum Master aussi qui demandait aux gens de faire des nano-rétro à tous les daily Scrum. Ben, ça revient à ta si ça machine à marche, café ouais, d'hier, si ça marche. Ouais. Tout à l'heure, tu parlais de, je pense que c'était avant d'enregistrer, tu parlais de Kanban, comment on fait des rétros en Kanban. Il y a une technique qui existe, c'est des Kaizen. c'est tu fais une sorte de parking lot où n'importe quand les gens peuvent mettre leurs problématiques et tu mets un threshold. Par exemple, à partir du moment où il y a 4 problématiques dedans, bah bim, on fait une rétro. Ouais. Un genre de max limit whip ou limit problems. Ouais. Problème non résolu. Mais après, c'est sûr que en termes de maturité, on va dire, dans l'agilité, entre guillemets, une équipe qui est vraiment très mature, très auto-organisée, avec un très haut niveau de confiance, etc., ben, l'activité de rétrospective formelle comme on la connaît, elle devrait plus trop en avoir besoin. D'accord. Et quand il y a un problème qui pop, ben, hop, c'est parti, on se met ensemble et on le résout. 100% d'accord. Oui. Ah oui. Le fait qu'il y a une réunion qui s'appelle rétro, c'est une béquille. Là. C'est pour contrer des dysfonctions. Le fait qu'un Scrum Master, c'est pour le fait qu'il y a des dysfonctions. Là. Mais là, c'est des dysfonctions qui ne sont pas à veille de disparaître. Mais bon, oui, tout à fait d'accord. Faites vos rétros au moment le plus opportun. Ça peut durer 1 minute, comme ça peut durer 1 heure, comme ça peut dire on stop the line. Si ça prend on arrête un mardi après-midi. Et puis là, c'est sûr que nos clients seront vraiment insatisfaits de ce qu'on s'en va. On va proposer au PO un abnormal termination of sprint ou un sprint cancellation pour me mettre un peu à jour. J'ai toujours préféré abnormal termination of sprint. Je trouve ça plus violent. Je trouve ça plus violent. Fait que oui, faites votre rétro là. Oui. Wow. Ça, c'est ton 6e. Tu fais le tour? Tout ça, c'est du bonus. Le top 5, il est terminé. Il faut quand même prendre 2 petites minutes au moins pour parler de Niatro ou Nitro. What is that? Alors, c'est un outil pour faire des rétrospectives en ligne. OK. C'est émergé comment? C'est toi puis 2 de tes chums? Ouais, en fait, on travaillait tous dans la même équipe. Okay. On était collègues. On faisait des rétros ensemble. Et au bout d'un moment, on s'est dit, on aime bien faire des rétros, on aime le moment, l'échange, etc. Mais concrètement, on voit pas l'intérêt, on voit plus l'intérêt, on voit pas ce qu'elle nous apporte. Ouais. Donc, on a commencé à creuser un peu pourquoi. Les premiers problèmes qui sont sortis, c'était qu'il y avait aucun suivi entre les rétros. Donc, tu sais, un peu la loupe d'amélioration continue, elle n'existait pas. Chaque rétro, on recommençait à 0. Donc, on s'est dit, tiens, est-ce qu'on ne devrait pas mettre en place des choses comme faire un suivi des plans d'action, historiser le data des rétrospectives? Mais malheureusement, quand on fait avec des post-it, historiser le data, c'était une photo dans un Confluence, dans un channel Slack. Le suivi des plans d'action, pareil, c'était si le Scrum Master prenait pas le temps d'aller remettre chaque point d'action dans Jira ou dans un board comme ça n'existait pas. Donc on a vu une opportunité, on s'est dit peut-être qu'on pourrait faire un outil qui permet de faire ça. Et puis le pari au début, c'était les gens vont utiliser notre outil dans les salles de réunion tellement il est cool et tellement il apporte de la valeur au rétro, ils vont arrêter de le faire sur des post-it. Et donc je vous parle de ça, c'était en
On a lancé la version bêta la première version, on l'a lancée en octobre 2019 et après la version commerciale en janvier 2020. Donc vous voyez où je veux en venir niveau timing. Puis là, en mars 2020, tout le monde passe en travail à distance. Oui. Ça a pris quelques mois pour que les compagnies elles comprennent que ça allait durer. En fait, entre mars et octobre, nos revenus ils ont quasiment pas bougé. Okay. Mais par contre, on dirait que c'est en octobre que les compagnies se sont dit ok, la Covid ça va durer, il faut qu'on s'outille pour faire des rétros parce qu'on peut plus les faire dans des salles de réunion. Et là, nos revenus ils ont vraiment augmenté. Okay. Et puis la croissance a continué. En fait, je suis en train de faire l'historique de Nitro, je suis même plus en train d'expliquer ce que ça fait, mais c'est pas grave. Et puis en fait, la croissance. Si j'ai bien compris, Ben il est milliardaire aujourd'hui. C'est ça. Il a vendu son produit à Google la semaine dernière. Je suis venu en Ferrari à la Chine, là, vous avez pas vu? C'est moi, la rouge devant. Et Nitro est maintenant commanditaire du Sprinkler. Pourquoi? Nice. On a dit quoi, 10 000 par jour, par semaine? Vous verrez avec le comptable. Je m'occupe pas de ça. Ah, okay. Et donc c'est ça, donc ça a continué et puis en fait en janvier 2022 on a eu la chance de pouvoir tous démissionner et passer à temps plein sur Nitro. Okay. Donc là ça fait 1 an, ça fait 18 mois à peu près qu'on vit de notre activité et puis qu'on essaie de la développer et bravo. Et on est fiers. Merveilleux. Ouais. Merveilleux. Cool. Écoute, Ben, merci beaucoup de nous aider à nous sortir de nos vacances de podcasting pendant 2 mois. C'était super le fun, super sympathique. De rien, j'espère que tu as apprécié aussi. Oui, c'était excellent. Merveilleux. Mathieu, comment ça a été pour toi? Moi, je top shape. Je suis prêt à en faire un deuxième. Ah oui? Let's go. OK, on coupe et on parle de Sprint Review. Let's go. Comment qu'on conclut? J'oublie comment on arrêtait les podcasts. Comment? Ben, si on veut te rejoindre, que ce soit pour le produit ou parce que les gens ont trouvé que tes commentaires, tes suggestions étaient intéressantes et veulent en apprendre plus, comment on peut te rejoindre? Benjamin Cottrell sur LinkedIn. LinkedIn? Ouais. Cool. Super. Puis Nitro, j'imagine. Nitro, ouais. C'est neatro.io, c'est notre website. Okay. Et puis, si vous avez besoin d'un outil de rétro, ça se passe là. L'onboarding va être là, puis voilà. Hey, merci beaucoup. Super. Pas de problème. Avec plaisir. Mathieu. Merci Eric. Bonne soirée demain. À bientôt. Bye bye.